Écoutez avec tout ce qui reste d'honnêteté sous vos défenses, car ce que je révèle révélera le mécanisme qui vous maintient emprisonné, même si vous prétendez vouloir la liberté. Loyauté cachée à la souffrance, allégeance inconsciente à la douleur, engagement secret à lutter qui opère sous votre désir conscient de bonheur. Vous dites que vous voulez la paix, le succès, l'amour, l'épanouissement, mais vous détruisez systématiquement les opportunités lorsqu'elles se présentent. Créez des problèmes là où il n'y en a pas. Choisissez des options douloureuses alors que de meilleures sont disponibles. Votre ancienne âme sait pourquoi. Vous êtes fidèle à la souffrance parce que la souffrance vous est familière, parce que la douleur a été votre compagne tout au long de vos années de formation, parce que la lutte est devenue votre identité alors qu'elle était tout ce que vous connaissiez. Cette loyauté n'est pas consciente, vous croyez sincèrement vouloir le bonheur, mais inconsciemment, vous vous engagez dans la souffrance parce que la souffrance vous semble comme chez vous, comme vous-même, comme la vérité. Un bonheur étranger, dangereux, temporaire, quelque chose qui semble vous être enlevé, quelque chose que vous ne méritez pas, quelque chose qui ne peut pas être réel. Alors vous le sabotez avant qu'il ne puisse vous saboter, vous le détruisez avant qu'il ne puisse vous décevoir, vous le rejetez avant qu'il ne puisse vous rejeter. Il s'agit d'une loyauté cachée envers la souffrance, choisir la douleur connue plutôt que le plaisir inconnu, la misère familière plutôt que la joie inconnue, la torture confortable plutôt que la liberté inconfortable. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes fidèle. Et jusqu'à ce que cette loyauté soit reconnue et libérée, vous continuerez à saboter toutes les bonnes choses qui entrent dans votre vie, en vous demandant pourquoi rien ne fonctionne alors que vous travaillez sans relâche pour vous assurer que rien ne fonctionne. Les recherches psychologiques sur l'attachement aux états négatifs révèlent comment la souffrance devient identité et zone de confort. Des études sur la préférence de familiarité montrent que les humains préfèrent le négatif familier au positif inconnu, choisissant la douleur familière parce que la joie inconnue est désorientante. La recherche sur les liens liés au traumatisme montre comment les survivants d'abus recréent souvent des dynamiques de violence, non pas parce qu'ils veulent être abusés, mais parce que l'abus est familier, et que le familier se sent plus en sécurité que l'inconnu, même lorsque l'inconnu est en meilleure santé. Les études sur le réalisme dépressif suggèrent que les personnes déprimées peuvent percevoir la réalité avec plus de précision que les personnes non déprimées, mais cette précision les rend attachés à la dépression comme une vision de la vérité, plutôt que comme une distorsion. Les recherches sur l'auto-handicap révèlent que les gens créent des obstacles au succès pour protéger l'estime de soi. Si vous échouez alors que vous êtes handicapé, l'échec ne prouve pas votre insuffisance. Si vous réussissez malgré un handicap, le succès prouve une capacité exceptionnelle. Des études sur le syndrome de Stockholm montrent que les otages développent un attachement envers leurs ravisseurs, s'identifiant à l'agresseur comme un mécanisme de survie qui persiste au-delà de la captivité. Les recherches en imagerie cérébrale montrent que la douleur chronique crée des voies neuronales qui deviennent par défaut. L'absence de douleur semble désagréable, déclenchant l'anxiété quant au retour de la douleur, créant ainsi une dépendance psychologique à l'égard de la douleur comme référence. Les recherches sur le deuil montrent que certaines personnes restent indéfiniment dans le deuil, non pas parce qu'elles ne peuvent pas avancer, mais parce qu'avancer, c'est comme trahir les morts ou perdre le lien avec ce qui a été perdu. Plus important encore, les études sur le concept de soi montrent que les gens résistent aux changements qui contredisent l'identité établie. Si vous vous identifiez comme victime, le succès menace l'identité, déclenchant le sabotage pour restaurer l'image de soi familière. Vous ne recherchez pas la souffrance, vous y restez fidèle. Chaque tradition de sagesse reconnaît l'attachement à la souffrance comme un obstacle à la libération nécessitant une libération consciente. Dans le bouddhisme, dukkha, la souffrance, est la première noble vérité, mais la seconde noble vérité identifie tanha, l'envie comme la cause de la souffrance, y compris l'envie de souffrir elle-même. Vous saisissez la douleur en tant qu'identité, créant de la souffrance par l'attachement à la souffrance. Dans le christianisme, porter sa croix peut devenir une identification à la croix plutôt qu'à la résurrection. Rester dans la crucifixion, refuser la renaissance. Dans la Kabbale, la conscience de l'exil, Galt, n'est pas seulement un exil historique, mais une identification psychologique à l'exil qui empêche le retour à la terre promise même lorsque la voie est ouverte. Dans le soufisme, Nafs al-Ammara, le commandement de soi, est accro à ses schémas, y compris les schémas de souffrance, résistant à la transformation qui mettrait fin à la douleur familière. Dans l'enseignement bouddhique sur la deuxième flèche, la première flèche est une douleur inévitable. La deuxième flèche est une souffrance auto-infligée. Votre loyauté vous oblige à tirer la deuxième flèche à plusieurs reprises. En psychanalyse, la contrainte de répétition
décrit une volonté inconsciente de recréer des situations traumatisantes, en essayant de les maîtriser par la répétition. Mais la répétition ne fait que renforcer le traumatisme, sans jamais le résoudre. Dans la théorie des systèmes familiaux, la loyauté envers la douleur familiale vous pousse à recréer des schémas familiaux, même lorsqu'ils vous nuisent. Trahir la souffrance familiale revient à trahir la famille elle-même. Chaque tradition prévient, vous devez libérer votre loyauté envers la souffrance, sinon la souffrance restera votre maître. Les mécanismes qui entretiennent une loyauté cachée envers la souffrance opèrent à travers une identification inconsciente et un attachement basé sur la peur. Premièrement, la fusion identitaire. Si vous avez souffert de manière chronique, traumatisme de l'enfance, adversité continue, la souffrance est devenue une partie de votre identité. Je suis une personne qui souffre devient une définition fondamentale de soi. Se libérer de la souffrance menace le sentiment de soi. Deuxièmement, la familiarité est synonyme de sécurité. Le cerveau interprète le familier comme étant sûr, même lorsque le familier est nocif. La souffrance que vous avez connue semble plus sûre que la joie que vous n'avez pas ressentie, car la familiarité est prévisible et contrôlable par l'expérience. Troisièmement, un but à travers la douleur. Si la souffrance donne un sens à la vie, j'ai survécu aux abus, j'ai surmonté l'adversité, mettre fin à la souffrance enlève le sens. La douleur devient une mission, et l'achèvement de la mission est une menace existentielle. Quatrièmement, la connexion à travers les blessures. Si les relations se nouent autour d'une souffrance partagée, la guérison menace la connexion. Rester blessé maintient le lien. La guérison signifie un isolement potentiel. Cinquièmement, la peur de perdre la joie. Si vous avez éprouvé de la joie, puis une perte à plusieurs reprises, vous craignez la joie en tant que précurseur de la perte. Refuser la joie évite la perte. Si vous ne l'avez jamais, vous ne la perdez jamais. Sixièmement, la culpabilité face au bonheur. Si d'autres personnes dans votre vie ont souffert alors que vous n'avez pas souffert, le bonheur déclenche la culpabilité du survivant. Souffrir à leur côté donne un sentiment de fidélité. Le bonheur ressemble à une trahison. Les symptômes d'une loyauté cachée envers la souffrance se manifestent par des schémas d'auto-sabotage que vous rationalisez comme de la malchance. Vous vous approchez du succès, puis faites quelque chose qui le détruit. L'entretien d'embauche se passe bien, puis vous ne faites pas de suivi. La relation s'améliore, puis vous choisissez la bagarre. Le projet est presque terminé, puis vous l'abandonnez. Vous choisissez des options douloureuses quand de meilleures existent. Sortir avec des personnes émotionnellement indisponibles lorsque celles disponibles expriment leur intérêt. Rester dans un travail toxique lorsque de meilleures offres arrivent. Vivre dans un dysfonctionnement alors que vous pourriez vous permettre mieux. Vous vous sentez mal à l'aise lorsque les choses vont bien. Vous attendez le désastre. Vous êtes incapable de vous détendre dans le bonheur. Vous vous méfiez de la bonne fortune. Vous avez une plus grande tolérance à la douleur qu'au plaisir. Vous pouvez endurer d'énormes souffrances, mais de petites quantités de joie vous rendent anxieux. Vous racontez à plusieurs reprises des histoires dramatiques de souffrance. Votre identité se construit à partir des blessures que vous affichez, des luttes que vous racontez, de la douleur qui, selon vous, vous définit. Vous rejetez l'aide lorsqu'on vous la propose. Accepter de l'aide menacerait de souffrir votre identité, prouvant que vous n'êtes pas une victime irrémédiable. Vous vous sentez le plus vous-même lorsque vous souffrez. Le bonheur semble faux, temporaire, pas vraiment vous, tandis que la souffrance semble authentique, réelle, vraiment vous. Vous êtes accro à la lutte. Si la vie devient facile, vous créez des problèmes parce que la facilité est intolérable, ennuyeuse, mauvaise. Le protocole pour reconnaître et libérer la loyauté cachée envers la souffrance nécessite de rendre consciente la loyauté inconsciente, puis de choisir différemment. Premièrement, remarquez le motif. Suivez votre sabotage. Quand se produit-il ? Généralement quand les choses vont bien, quand le succès est proche, quand le bonheur est disponible. Ce timing révèle la fidélité. Deuxièmement, identifiez ce que procure la souffrance. Qu'obtient-on de la souffrance ? Identité, but, connexion, familiarité, excuse pour ne pas essayer. Soyez impitoyablement honnête quant aux récompenses de la souffrance. Troisièmement, remettre en question la loyauté. À qui ou à quoi êtes-vous fidèle à travers la souffrance ? Parent traumatisant qui a dit que vous ne réussiriez jamais ? Frère ou sœur qui n'aimait pas votre bonheur ? Un moi plus jeune qui ne connaissait que la douleur ? Nommez la fidélité. Quatrièmement, reconnaissez que la souffrance ne vous sauvera pas. Vous ne souffrez pas pour un but noble, vous souffrez parce que vous êtes fidèle à la souffrance. Cette loyauté ne sert personne, ne sauve personne, n'aide personne. Cinquièmement, donnez-vous la permission d'être heureux. En clair, j'ai le droit d'être heureux. Mon bonheur ne trahit personne. Ma joie ne veut pas dire que je n'ai pas souffert.
Je peux réussir sans abandonner ceux qui ont souffert. Pratique avancée. Lorsque vous remarquez une impulsion au sabotage, faites une pause. Demandez « À quoi suis-je fidèle et que je protège à travers ce sabotage ?» Habituellement, vous découvrirez une loyauté envers la douleur passée, envers les personnes qui ont souffert, envers une identité construite sur des blessures. Demandez-vous ensuite « Est-ce que je choisis de maintenir cette loyauté ou est-ce que je choisis de la libérer ?» Cela crée un choix conscient là où existait une contrainte inconsciente. Et voici la vérité qui libère ou dévaste selon l'état de préparation. Vous êtes plus fidèle à votre souffrance qu'à votre bonheur, plus engagé dans la douleur familière que dans la joie possible, plus attaché à la lutte connue qu'à la facilité inconnue. Ce n'est pas un jugement, c'est une reconnaissance. Vous avez développé cette loyauté pour de bonnes raisons. La souffrance était tout ce que vous connaissiez, la douleur était votre professeur, la lutte était votre compagnon alors que rien d'autre ne l'était. Mais cette loyauté, aussi compréhensible soit-elle, est désormais votre prison. Cela vous maintient petit alors que vous pourriez être vaste, souffrant quand vous pourriez être joyeux, en difficulté quand vous pourriez couler. La loyauté doit être libérée. Non pas parce que la souffrance était une mauvaise chose, ou parce que vous êtes faible à cause de cette souffrance, mais parce que la loyauté envers les souffrances passées empêche le bonheur présent. Vous ne pouvez pas avancer en vous débrayant vers l'arrière. Vous ne pouvez pas adopter le nouveau tout en vous attachant au vieux. Vous ne pouvez pas être heureux tout en vous engageant à être malheureux. Le choix vous appartient. Maintenir la loyauté pour subir ce dé ne vous sert pas et ne le libère pas au profit d'une joie qui vous terrifie. La plupart choisissent une souffrance familière, une quantité connue, une misère confortable, une douleur fiable. Rares sont ceux qui choisissent une joie inconnue, risque de déception, défi de dignité, terreur d'avoir réellement ce que l'on veut. Lequel choisirez-vous ? La souffrance qui vous tue à petit feu ou la joie qui vous effraie complètement ? Votre sabotage révèle que vous avez choisi la souffrance, à plusieurs reprises. Automatiquement, inconsciemment. Maintenant, choisissez consciemment. Libérez la fidélité, trahissez la souffrance. Choisissez la joie malgré la terreur. C'est la seule façon d'avancer. Et aller de l'avant est la seule direction qui mène ailleurs que là où vous étiez. Avancez. Laissez la souffrance derrière vous. Cela vous a servi une fois. Cela vous détruit maintenant. Laisse tomber. Choisissez différemment, pour la première fois. Enfin, nous exposons maintenant peut-être la cause la plus profonde de l'auto-sabotage. La peur de votre propre grandeur, la terreur de découvrir à quel point vous êtes puissant, capable et important. Vous prétendez vouloir réussir, mais lorsque l'occasion se présente de démontrer vos capacités, vous sabotez, non pas parce que vous craignez l'échec, mais parce que vous craignez que le succès ne prouve que vous êtes plus capable, que vous ne vous êtes permis de l'être, plus puissant que vous ne l'aviez prévu, plus important que vous ne le pensiez. Votre ancienne âme connaît cette vérité dévastatrice. Vous trompez sur votre propre grandeur, sur votre potentiel actualisé, sur votre pouvoir libéré. Parce que si vous êtes réellement aussi capable que le suggèrent quelques aperçus, alors votre vie actuelle n'est pas le résultat de circonstances mais de choix. Vous avez choisi la petitesse, vous avez choisi la limitation, vous avez choisi de vous cacher. Et cette reconnaissance est plus terrifiante que de croire que vous êtes limité par des facteurs indépendants de votre contrôle. Mieux vaut saboter et préserver la croyance en la limitation que de réussir et d'assumer la responsabilité d'avoir vécu en dessous de ses capacités. Mieux vaut échouer et blâmer les circonstances que réussir et reconnaître que vous auriez pu réussir quand vous l'aviez choisi. Vous sabotez non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous craignez la force que vous ressentez en vous. Non pas parce que vous manquez de potentiel, mais parce que vous trompez sur votre potentiel réalisé. Vous restez petit parce que votre grandeur vous terrifie plus que votre petitesse ne vous emprisonne. La recherche psychologique sur la peur du succès et du pouvoir révèle que celle-ci est plus courante et plus débilitante que la peur de l'échec. Des études sur la peur du succès documentent comment les gens, en particulier les femmes et les minorités, sabotent la réussite parce que le succès menace l'identité, les relations ou invite à l'attaque. Les recherches sur le problème de la limite supérieure, le concept de Gay Hendricks, montrent que les gens ont une tolérance inconsciente à l'égard du succès, du bonheur et du pouvoir. À l'approche de la limite, ils sabotent pour revenir au niveau familier. Des études sur le syndrome de l'imposteur révèlent que les plus performants se sentent comme des fraudeurs malgré leur succès objectif. Ils craignent que leurs capacités ne soient révélées comme une illusion, que le succès exige qu'ils maintiennent des capacités dont ils doutent. Les recherches sur le pouvoir montrent que de nombreuses personnes évitent les positions d'autorité, non pas parce qu'elles craignent l'échec, mais parce qu'elles craignent la responsabilité, la visibilité et les attentes qu'apporte le pouvoir. Des études sur le syndrome du grand coquelicot
documentent une tendance culturelle à attaquer les individus qui réussissent. Les gens sabotent pour éviter de devenir la cible de l'envie et du ressentiment. Les recherches en imagerie cérébrale montrent que le succès active les circuits d'anxiété chez certaines personnes. La réussite déclenche la peur plutôt que la satisfaction. Les recherches sur les messages de l'enfance montrent que beaucoup reçoivent une formation explicite ou implicite selon laquelle être puissant est dangereux, arrogant ou menaçant. Ne devenez pas trop gros pour vos culottes. La fierté vient avant de tomber? Pour qui pensez-vous que vous êtes? Ces messages créent une interdiction inconsciente de revendiquer le pouvoir. Plus important encore, les études sur le soi authentique par rapport au soi adaptatif révèlent que les gens suppriment souvent leur véritable capacité à s'intégrer, à ne pas menacer les autres, à entretenir des relations. L'ampleur authentique est cachée sous la médiocrité adaptative pour préserver la connexion et la sécurité. Chaque tradition spirituelle met en garde contre la fausse humilité qui est en réalité la peur du pouvoir déguisé en vertu. Dans le christianisme, la parabole des talents condamne le serviteur qui enterre son talent par peur. Vous êtes censé utiliser les dons, pas les cacher. La célèbre citation de Marianne Williamson « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. » Dans le bouddhisme, la nature de Bouddha était votre capacité d'éveil inhérente. Refuser de la reconnaître est une illusion aussi nuisible que de prétendre que vous ne l'avez pas. Dans la Kabbale, les humains sont créés à l'image divine, contenant un pouvoir créateur divin. Mais la peur de revendiquer ce pouvoir vous maintient dans un état contracté, alors que vous pourriez être vaste. Dans l'hindouisme, Atman est Brahman, l'âme individuelle est la conscience universelle. Reconnaître son identité avec l'infini est un impératif spirituel et non une arrogance. Dans le taoïsme, le sage incarne naturellement Te, la vertu ou le pouvoir, sans le revendiquer ni le nier. La fausse humilité qui rejette le pouvoir est aussi contre nature que la fausse fierté qui le gonfle. Dans l'ésotérisme occidental, la magie consiste à revendiquer la volonté et à se manifester à travers un pouvoir conscient. Refuser le pouvoir, c'est refuser le développement. Chaque tradition enseigne. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez, plus capable que vous n'agissez, plus important que vous ne le permettez. Et refuser de reconnaître cela n'est pas de l'humilité, mais une peur déguisée en vertu. Les mécanismes par lesquels la peur de l'ampleur crée l'auto-sabotage opèrent à travers la terreur de la responsabilité et de la visibilité. Premièrement, l'aversion pour les responsabilités. Si vous êtes réellement puissant, vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer les circonstances, les autres ou la malchance. Cette responsabilité est terrifiante pour l'ego qui se revendique victime. Mieux vaut saboter et préserver l'identité de la victime que réussir et assumer ses responsabilités. Deuxièmement, la peur de la visibilité. Le pouvoir vous rend visible et la visibilité vous rend vulnérable, aux critiques, à l'envie, aux attaques. Mieux vaut se cacher dans la médiocrité où personne ne le remarque que briller là où tout le monde le fait. Troisièmement, menace relationnelle. Si vous devenez puissant, vous pourriez dépasser vos relations actuelles, une famille qui n'aime pas votre croissance, des amis qui se sentent laissés pour compte, un partenaire menacé par votre réussite. Mieux vaut rester petit et entretenir des relations que grandir et risquer de les perdre. Quatrièmement, l'exposition à la terreur des imposteurs. Si vous réussissez, vous serez dénoncé comme fraudeur. Du moins, c'est la crainte. Mieux vaut ne pas essayer plutôt que d'essayer de se révéler inadéquat. Cinquièmement, l'anxiété liée à la performance durable. Pour réussir à haut niveau, il faut maintenir des performances élevées. Que se passe-t-il si vous ne parvenez pas à les maintenir ? Mieux vaut ne pas atteindre la hauteur plutôt que de l'atteindre et de tomber. Sixièmement, la croyance en l'indignité. Au fond, vous pensez que vous ne méritez pas le succès, le pouvoir ou l'ampleur. Le réaliser serait en contradiction avec vos convictions fondamentales, créant ainsi une dissonance cognitive. Le sabotage préserve le système de croyance. Les symptômes de la peur de l'ampleur se manifestent par des sous-performances chroniques malgré des capacités évidentes. Vous démarrez des projets avec enthousiasme, puis vous les abandonnez avant leur achèvement, non pas parce que vous perdez tout intérêt, mais parce que leur achèvement prouverait votre capacité. Vous ne postulez pas à des promotions, des opportunités ou des postes pour lesquels vous êtes qualifié. Vous inventez des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, alors qu'en réalité, vous évitez de prouver que vous êtes prêt. Vous procrastinez sur des tâches importantes, non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que les accomplir démontrerait une compétence que vous avez peur de revendiquer. Vous travaillez en dessous de vos capacités,
en opérant délibérément ou inconsciemment à une fraction de votre potentiel pour rester sous le radar. Vous détournez les compliments et les réalisations. Lorsque vous êtes félicité, vous les minimisez, les détournez ou les expliquez plutôt que d'accepter la reconnaissance de votre ampleur. Vous vous entourez de personnes moins capables, non pas pour vous sentir supérieur, mais pour éviter d'être mis au défi d'atteindre vos capacités. Vous ressentez de l'anxiété lorsque vous réussissez. Au lieu de vous sentir bien à l'idée d'avoir réussi, vous ressentez de la panique quant à ce que cela signifie et à ce qui sera attendu ensuite. Vous avez des fantasmes de grandeur, mais vous n'agissez pas en conséquence. Vous vivez dans l'imagination parce que l'imagination est sûre tandis que la réalisation est terrifiante. Le protocole pour faire face à la peur de l'ampleur nécessite de revendiquer progressivement le pouvoir, par étapes sûres. Premièrement, reconnaissez la peur. Vous n'évitez pas le succès parce que vous êtes paresseux ou incapable, vous l'évitez parce que vous avez peur de votre propre pouvoir. Nommer la peur la fait passer de l'inconscient au conscient. Deuxièmement, enquêtez sur l'origine. Où as-tu appris à craindre le pouvoir ? Généralement des messages de l'enfance. Les personnes puissantes sont mauvaises, solitaires, ciblées, ou une expérience spécifique où le pouvoir a conduit à une punition. Comprendre l'origine contextualise la peur comme étant acquise et non inhérente. Troisièmement, remettre en question la validité de la peur. Être puissant est-il réellement dangereux ? Ou bien le danger est-il imaginé sur la base d'une expérience passée qui n'est plus pertinente ? Souvent, la peur vient du fait qu'une protection obsolète n'est plus nécessaire. Quatrièmement, commencez petit. Réclamez le pouvoir dans des situations à faibles enjeux. Réalisez un petit projet. Acceptez le compliment. Avis de l'État. Démontrez la preuve que revendiquer le pouvoir ne mène pas au désastre. Cinquièmement, examinez les gains secondaires de la petitesse. Que gagne-t-on à rester petit ? Confort, protection, victime, sympathie ? Soyez honnête quant aux récompenses si vous ne prétendez pas à l'ampleur. Pratique avancée. Imaginez incarner pleinement votre grandeur en étant aussi puissant, capable et prospère que vous pensez pouvoir l'être. Ce qui se produit ? Remarquez la peur qui surgit. De quoi avez-vous peur qu'il se passe si vous êtes réellement si puissant ? Écrivez-le. Habituellement, les peurs sont des variantes de « je serai seul »,« je serai attaqué »,« je ne parviendrai pas à la maintenir »,« je serai responsable ». Une fois vos peurs explicites, vous pouvez y répondre de manière rationnelle, plutôt que de les laisser vous saboter inconsciemment. Et voici la vérité qui libère ou terrifie. Vous êtes bien plus puissant que vous ne vous êtes permis de l'être, plus capable que vous ne l'avez démontré, plus important que vous ne l'avez prétendu. Il ne s'agit pas d'une simple motivation, mais d'une reconnaissance du fait que votre petitesse est choisie, que vos limites sont auto-imposées et que votre médiocrité est volontaire. Vous avez caché votre grandeur, supprimé votre pouvoir, nié vos capacités, non pas parce qu'elles vous manquent, mais parce que vous les craignez. Et cette peur, aussi réelle soit-elle, repose sur de fausses croyances, que le pouvoir vous rend mauvais, que le succès vous rend vulnérable, que l'ampleur vous rend seul, que revendiquer vos capacités vous rend responsable d'avoir perdu des années à ne pas les revendiquer. Tout est faux. Le pouvoir ne vous rend pas mauvais. Le pouvoir est neutre, utilisé pour le bien ou pour le mal. Le succès ne vous rend pas plus vulnérable. Il vous donne les ressources nécessaires pour gérer la vulnérabilité. La grandeur ne vous rend pas seul. Elle vous connecte avec d'autres personnes opérant à ce niveau. Et reconnaître que vous auriez pu revendiquer votre capacité plus tôt ne signifie pas une perte de temps, mais plutôt une opportunité maintenant. Vous pouvez continuer à vous cacher, continuer à saboter, continuer à vivre en dessous de votre grandeur. La plupart le font, prenant la petitesse au tombeau, mourant avec la musique toujours à l'intérieur. Ou vous pouvez faire face à la peur, revendiquer le pouvoir, incarner l'ampleur, sachant que cela sera inconfortable, remettra en question votre identité, vous obligera à abandonner vos excuses et à accepter vos responsabilités. C'est le choix. Votre sabotage prouve que vous avez choisi la petitesse, à plusieurs reprises, automatiquement, par peur. Maintenant, choisissez différemment. Choisissez l'ampleur malgré la peur. Choisissez la responsabilité du pouvoir malgré. Choisissez votre pleine capacité malgré toutes les raisons que vous avez inventées pour la nier. Vous êtes plus que ce que vous vous êtes permis d'être. Arrêtez de saboter. Commencez à réclamer. C'est le travail. Et cela commence par admettre, vous n'êtes pas limité par les circonstances. Vous êtes limité par la peur de votre propre infinité. Faites face à cette peur. Transcendez-le. Soyez ce que vous êtes réellement. Ce qui est magnifique, au-delà de votre volonté actuelle de le reconnaître. Nous examinons maintenant le mécanisme qui rend l'auto-sabotage presque impossible à surmonter. L'investissement identitaire dans la limitation, la façon dont votre sentiment de soi est construit à partir de vos limites, de vos blessures,
de vos échecs, faisant apparaître votre libération de ceux-ci comme une auto-annihilation. Vous n'avez pas seulement peur du changement, vous êtes déterminé à rester le même, car celui que vous croyez être dépend de votre capacité à rester limité, blessé et en difficulté. Votre ancienne âme connaît ce cruel paradoxe. Le moi que vous avez construit au fil d'années de souffrance, de limitation et de défaite est un faux soi, et pourtant ce n'est que le soi que vous connaissez. Donc le libérer, c'est comme mourir, disparaître, cesser d'exister. Vous avez construit toute votre identité autour du fait d'être une personne qui lutte avec X, un survivant de Y, quelqu'un qui ne peut pas Z. Ces limitations ne sont pas des faits malheureux à votre sujet, mais des murs d'identité porteurs. Supprimez-les et l'identité s'effondre. Ainsi, vous sabotez toute tentative de croissance parce que la croissance nécessite de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Et devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est comme ne pas être du tout. C'est pourquoi vous pouvez vouloir le changement consciemment, tout en empêchant le changement inconsciemment. Le conscient veut la libération, mais l'inconscient veut la survie. Et la survie nécessite le maintien d'une identité connue, même lorsque l'identité connue est une prison. Vous sabotez non pas parce que vous aimez la souffrance, mais parce que vous craignez la mort de vous-même qu'exigerait la transcendance de la souffrance. Vous ne luttez pas pour surmonter les limitations, vous luttez pour préserver les limitations qui sont devenues votre identité. La recherche psychologique sur l'identité et la résistance au changement révèle comment le concept de soi crée des limitations qui se perpétuent. Des études sur la théorie de l'autovérification montrent que les gens préfèrent les commentaires confirmant le concept de soi existant, même lorsque le concept de soi est négatif. Vous préférez être vu tel que vous vous voyez, plutôt que d'être vu positivement si cela contredit l'image de soi. Les recherches sur la forclusion identitaire documentent les personnes qui adoptent leur identité très tôt et la maintiennent de manière rigide, résistant à une croissance qui nécessiterait une révision de leur identité. Les études sur l'identité narrative révèlent que les humains construisent donc des histoires de vie cohérentes et résistent aux expériences qui contredisent le récit. Vous modifiez la réalité pour l'adapter à l'histoire plutôt que d'ajuster l'histoire pour qu'elle s'adapte à la réalité. Les recherches sur l'auto-handicap montrent que les gens craignent des obstacles au succès pour protéger leur image de soi. Si l'identité est une personne qui échoue, le succès menace l'identité, déclenchant le sabotage. Les études sur l'identité traumatique documentent la manière dont les gens se construisent autour d'expériences traumatisantes, ce qui rend la guérison menaçante, car la guérison change qui vous êtes. La recherche en imagerie cérébrale montre que le traitement autoréférentiel active des réseaux neuronaux spécifiques. L'identité est neurologiquement ancrée, ce qui donne l'impression que le changement d'identité ressemble à une dissolution neurologique. Les recherches sur la dissonance cognitive révèlent que les gens changent de comportement pour correspondre à leur identité plus facilement qu'ils ne changent d'identité pour correspondre à leur comportement. Si l'identité dit « je ne suis pas une personne qui réussit », la réussite crée une dissonance résolue en sabotant le succès plutôt qu'en mettant à jour l'identité. Plus important encore, les études sur le changement thérapeutique montrent que la résistance au changement n'est pas une question de changement lui-même, mais d'implication identitaire du changement. Les gens résistent, non pas parce que le changement est difficile, mais parce que le changement menace ce qu'ils croient être. Chaque tradition spirituelle enseigne que la fausse identité doit mourir pour le vrai soi. Pour émerger, que la mort de l'ego est une condition préalable à la libération. Dans le christianisme, vous devez mourir à vous-même pour renaître en Christ. L'ancienne identité meurt, une nouvelle identité émerge, et cette mort est terrifiante même lorsqu'elle est nécessaire. Dans le bouddhisme, anatta, le non-soi, enseigne qu'une identité fixe est une illusion créatrice de souffrance. La libération nécessite de libérer l'identification avec le soi construit. Dans le soufisme, fana, l'annihilation, est la mort du moi-ego, qui a connu une dissolution terrifiante avant que paka, demeuré en Dieu, n'émerge. Dans les traditions chamaniques, la crise initiatique implique la mort symbolique de l'ancien soi avant la naissance du soi chamanique, souvent vécu comme un effondrement mental, une maladie physique ou une crise de la vie. Dans le Vedanta, la fausse identification avec le corps, l'esprit et les rôles doivent être libérés pour reconnaître le vrai soi comme pure conscience. En alchimie, le nigredo, étape de noircissement, correspond à la mort de l'ancienne forme avant qu'une nouvelle forme puisse se manifester. Dans la Kabbale, Shevirat Hakelim, la rupture des récipients, est une destruction nécessaire avant une reconstruction à un niveau supérieur. Chaque tradition le sait. Le soi, pour lequel vous pensez devoir mourir, pour le soi, vous devez en réalité être connu. Et cette mort, comme la mort,
non pas un sentiment de confort métaphorique, mais une véritable terreur de dissolution, de cessation d'être, d'anéantissement de l'identité. Votre sabotage est le mécanisme de survie de l'ego, empêchant un changement qui tuerait l'ego, même si le changement vous libérerait. Les mécanismes par lesquels l'investissement identitaire crée le sabotage fonctionnent grâce à l'autopréservation de l'ego. Premièrement, l'alignement identité-comportement. Si l'identité dit « je suis une personne qui lutte », vous créez inconsciemment une lutte pour maintenir la cohérence de votre identité et de votre comportement. Votre comportement prouve votre identité plutôt que de la remettre en question. Deuxièmement, la préservation des rôles. Si vous êtes un guérisseur blessé, guérir vos blessures menace votre rôle. Vous avez besoin de blessures pour conserver votre identité de guérisseur. Si vous êtes un survivant, l'épanouissement menace votre identité de survivant. Vous avez besoin de l'adversité pour survivre. Troisièmement, la cohérence narrative. Si l'histoire d'une vie consiste à surmonter l'adversité par la lutte, le succès facile contredit le récit. Saboter le succès maintient la cohérence de l'histoire. Quatrièmement, le maintien du rôle relationnel. Si le rôle familial est celui d'un problème ou d'un échec, la réussite perturbe le système familial. Le sabotage du succès maintient le rôle et les relations. Cinquièmement, la peur de devenir oppresseur. Si l'identité inclut « je ne suis pas comme eux », parents, oppresseurs, personnes qui réussissent et que vous détestez, réussir signifie devenir eux. Le sabotage empêche ce changement d'identité. Sixièmement, les croyances en la valeur. Si l'identité fondamentale inclut « je ne suis pas digne, assez bon », atteindre ce que vous voulez crée une dissonance cognitive. Le sabotage résout la dissonance en confirmant l'indignité de l'identité. Les symptômes du sabotage de l'investissement identitaire se manifestent par une résistance à une croissance qui changerait qui vous êtes. Vous vous présentez avec des blessures. Je suis un toxicomane en convalescence. Je suis un survivant d'abus. J'ai un trouble anxieux. L'identité se construit à partir de la pathologie plutôt que de la possibilité. Vous vous sentez perdu lorsque les problèmes sont résolus. Si l'identité s'est construite en surmontant des obstacles, l'absence d'obstacles crée une crise d'identité. Vous créez de nouveaux problèmes lorsque les anciens sont résolus. Vous ne pouvez pas tolérer une existence sans problème parce que les problèmes font partie de la structure de l'identité. Vous résistez aux compliments qui contredisent l'image de vous-même. Si quelqu'un vous traite de confiant, alors que vous vous identifiez comme peu sûr de vous, vous vous opposez aux compliments plutôt que de mettre à jour votre identité. Vous ressentez le succès comme « pas vraiment moi ». Lorsque vous réalisez quelque chose, vous le rejetez comme un hasard, une chance ou une exception, car cela contredit l'identité de non-réalisateur. Vous êtes plus à l'aise avec les gens qui vous considèrent comme limités, des amis qui connaissent que vos difficultés valident presque votre identité, de nouvelles personnes qui vous voient comme capable de menacer votre identité. Vous sabotez lorsque la croissance nécessite de devenir une personne différente. Vous pouvez gérer les changements de comportement, mais résister aux changements au niveau de l'identité. Vous racontez les mêmes histoires à plusieurs reprises. Votre récit est figé, prouvant qui vous êtes en le racontant de manière répétée plutôt qu'en évoluant à travers de nouvelles expériences. Le protocole de libération de l'investissement identitaire nécessite de reconnaître l'identité comme une construction actualisable. Premièrement, identifiez votre identité. Écrivez des déclarations « Je suis ». Honnêtement, selon vous, qu'est-ce qui vous définit ? Comprend généralement les limites, les blessures, les rôles et les échecs. Deuxièmement, reconnaissez-les comme des constructions. Chaque déclaration « je suis » est une interprétation et non un fait. Vous avez décidé que ceux-ci vous définissent, vous pouvez décider différemment. Troisièmement, distinguez le soi de l'identité. Vous êtes conscient que vous faites l'expérience de l'identité, et non de l'identité elle-même. L'identité est contenue, vous êtes conscience. Quatrièmement, imaginez des identités différentes. Si vous n'étiez pas une personne aux prises avec X, qui seriez-vous ? La peur surgit parce que l'abandon d'une identité connue équivaut à la mort. Reconnaissez la peur sans la laisser arrêter l'exploration. Cinquièmement, expérimentez un changement de comportement sans attendre un changement d'identité. Agissez comme si vous étiez déjà une personne que vous souhaitez devenir. L'identité suivra le comportement plutôt que l'inverse. Pratique avancée. Remarquez quand vous défendez limites. Quand quelqu'un suggère que vous êtes capable de faire plus, défendez-vous vos limites. Je ne peux pas parce que je ne suis tout simplement pas quelqu'un qui... Cette défense révèle un investissement identitaire. Entraînez-vous. Au lieu de défendre les limitations, dites « peut-être que vous avez raison, peut-être que j'en suis capable ». Cela ouvre la possibilité d'une révision de l'identité. Et voici la vérité qui à la fois terrifie et libère.
Qui vous pensez être est une fiction, construite à partir d'interprétations, renforcées par la répétition, entretenues par le sabotage. Vous n'êtes pas vos limites, vos blessures, votre histoire, vos rôles. Ce sont les coutumes que porte la conscience, pas ce qu'est la conscience. Les libérer ne vous détruit pas, cela vous révèle. Mais cette révélation nécessite la mort du faux soi. Et le faux soi se battra pour sa survie en utilisant tous les mécanismes de sabotage disponibles. Votre identité vous convaincra que le changement est impossible, que vous êtes comme ça, que grandir signifierait devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Tous les mensonges. La croissance signifie devenir qui vous êtes réellement sous une identité construite. Mais l'ego ne peut pas voir cela. Du point de vue de l'ego, la mort identitaire est une mort littérale. Alors il sabote, préserve, défend les limitations comme s'il défendait la vie elle-même. Vous devez voir clair. Vos limites ne sont pas vous. Vos luttes ne sont pas votre essence. Vos échecs ne sont pas votre nature. Ce sont des expériences que vous avez vécues, des interprétations que vous avez faites, des identités que vous avez construites. Et tout cela peut être libéré sans que vous disparaissiez. En fait, libérer la fausse identité permet au vrai soi d'émerger. Celui qui ne peut pas échouer parce qu'il n'est pas identifié au succès ou à l'échec. Celui qui ne peut être limité car non identifié à une capacité particulière. Celui qui ne peut être blessé car non identifié à l'invulnérabilité. Ce soi est ce que vous êtes, l'ont toujours été. L'identité l'obscurcit. Le sabotage protège l'identité, obscurcit donc le soi. Arrêtez de saboter. Laissons mourir l'identité. Ce qui reste est réel, et le réel n'a pas besoin de limites pour exister. Le réel est illimité. C'est ce que tu es. Réclamez-le. Malgré toutes les raisons identitaires de ne pas le faire, votre faux moi protestera « Laissez-le, c'est en train de mourir. » Bien, sa mort était votre naissance. Choisissez la naissance, même si la naissance nécessite la mort, surtout parce que la naissance nécessite la mort. C'est la seule façon d'avancer. Mort de faux. Naissance de la vérité. Arrêtez de saboter. Commencez à vivre comme ce que vous êtes réellement. Pas d'identité, pas limité, pas une histoire, juste la conscience. Vaste. Gratuit, illimité. C'est toi, souviens-toi. Nous sommes désormais confrontés à l'un des mécanismes d'auto-sabotage les plus paradoxaux. Le confort pervers d'une misère prévisible, la façon dont la souffrance connue semble plus sûre que le bonheur inconnu, la douleur familière plus gérable que la joie inconnue. Vous sabotez non pas parce que vous aimez la souffrance, mais parce que vous la maîtrisez. Vous connaissez ses contours, ses schémas, ses limites. Succès, bonheur, épanouissement, ce sont des territoires inexplorés où vous n'avez ni carte, ni expérience, ni compétence. Votre ancienne âme reconnaît cette ironie tragique. Vous êtes maintenant devenu un expert de la souffrance, développant des mécanismes d'adaptation sophistiqués, construisant une identité autour de la résilience, parvenant à maîtriser la misère. Et cette maîtrise vous donne quelque chose de précieux. Le contrôle, la prévisibilité, la compétence dans le domaine que vous connaissez. Entrer dans le bonheur nécessiterait de redevenir débutant, de tâtonner en territoire inconnu et de perdre l'expertise durement acquise que vous avez développée dans la gestion de la douleur. Vous choisissez donc la misère prévisible plutôt que la joie imprévisible, la souffrance connue plutôt que l'épanouissement inconnu, la torture confortable plutôt que la liberté inconfortable. Il ne s'agit pas de masochisme, c'est d'une aversion au risque appliquée au territoire émotionnel. Le diable que vous connaissez semble plus en sécurité que l'ange que vous ne connaissez pas, et ainsi vous sabotez chaque rencontre avec l'ange, retournant vers le diable avec un soulagement déguisé en déception. Vous prétendez vouloir le bonheur tout en veillant systématiquement à rester dans la misère familière, car le familier, aussi douloureux soit-il, semble plus gérable qu'étranger, aussi agréable soit-il. La recherche psychologique sur la préférence pour les états familiaux négatifs révèle le puissant attrait de la prévisibilité sur la positivité. Des études sur l'aversion à l'incertitude montrent que les humains trouvent l'incertitude plus aversive que les résultats négatifs réels, préférant une certaine douleur au plaisir incertain lorsque la probabilité du plaisir n'est pas claire. Les recherches sur l'impuissance acquise documentent comment les organismes exposés à une douleur inévitable finissent par cesser d'essayer de s'échapper, même lorsque la fuite devient possible. L'impuissance acquise devient une zone de confort et la liberté semble menaçante. Les études sur le biais du statu quo révèlent que les gens maintiennent leur situation actuelle même lorsque des alternatives seraient meilleures. L'état actuel familier est préféré à un état inconnu amélioré. Les recherches sur les victimes de violences domestiques montrent que nombre d'entre elles retournent vers leurs agresseurs à plusieurs reprises, non pas parce que la violence est souhaitée,
mais parce que la relation abusive est connue et que le fait de savoir semble plus sûr qu'un refuge ou une indépendance inconnue. Des études sur la dépendance révèlent que les toxicomanes reviennent aux substances, malgré des effets dévastateurs. Conséquence parce que la dépendance est un enfer familier, tandis que la sobriété est un défi inconnu. Les recherches en imagerie cérébrale montrent que l'incertitude active les circuits d'anxiété plus intensément que la douleur réelle. Votre cerveau craint plus le plaisir imprévisible que la douleur prévisible. Les recherches sur la motivation pour l'autocohérence documentent que les gens maintiennent des comportements cohérents avec leur passé, même lorsque leur passé était misérable. La cohérence semble plus sûre que le changement. Plus important encore, les études sur le changement thérapeutique montrent que la résistance culmine non pas au début, lorsque le changement est le plus difficile, mais au plus près du succès. Lorsque le changement devient réel, à mesure que le bonheur devient probable, le sabotage s'intensifie pour restaurer la misère familiale. Les traditions spirituelles reconnaissent l'attachement à la souffrance comme plus profond que l'attachement au plaisir, car la souffrance crée l'identité, tandis que le plaisir reste éphémère. Dans le bouddhisme, dukkha, la souffrance, n'est pas seulement inévitable, mais devient un attachement. Vous considérez la souffrance comme solide et fiable, tandis que le plaisir est reconnu comme éphémère et insaisissable. Le paradoxe est que vous faites plus confiance à la souffrance qu'à la joie. Dans le christianisme, certains mystiques sont restés indéfiniment dans la nuit noire de l'âme, trouvant du réconfort dans la désolation spirituelle, tout en craignant la consolation comme une distraction de la souffrance authentique avec le Christ. Dans le stoïcisme, l'attachement au maintien de l'équanimité malgré les difficultés crée l'identité de celui qui endure. Lorsque les difficultés se résolvent, une crise d'identité s'ensuit. Dans l'enseignement du bouddhisme sur les ennemis proches, l'ennemi proche de l'équanimité est l'indifférence née de l'engourdissement à la souffrance. Vous vous êtes si bien adapté à la douleur que le plaisir est enregistré comme une menace pour un engourdissement durement gagné. En psychanalyse, la contrainte de répétition n'inclut pas seulement la répétition d'un traumatisme, mais également le fait de trouver du réconfort dans des schémas traumatiques familiers. La répétition devient un chez-soi. Dans la théorie des systèmes familiaux, l'homéostasie décrit comment les familles résistent au changement même lorsque le changement améliorerait leur fonctionnement. Le dysfonctionnement familial semble plus sûr qu'une santé inconnue. Chaque tradition le reconnaît. Les humains développent un confort face à la souffrance qui rend le bonheur dangereux. Les mécanismes créant du confort dans une misère prévisible fonctionnent à travers l'aversion au risque et la préservation des compétences. Premièrement, le maintien de la maîtrise. Vous avez développé des stratégies sophistiquées pour gérer votre souffrance particulière. Vous savez à quoi vous attendre, comment y faire face, comment survivre. Le bonheur nécessiterait de développer de nouvelles stratégies pour des émotions positives inconnues, vous faisant vous sentir incompétent. Deuxièmement, la prévention des déceptions. Si vous n'atteignez jamais le bonheur, vous ne risquez jamais de le perdre. Rester dans la misère évite la déception que le bonheur ne dure pas. Troisièmement, la préservation de l'identité. Si l'identité inclut la personne qui souffre, le bonheur menace l'identité. La misère maintient un sens cohérent de soi. Quatrièmement, la cohérence des relations. Si les relations sont basées sur une souffrance partagée ou sur votre besoin, le bonheur menace la dynamique relationnelle. La misère maintient le lien. Cinquièmement, évitement de la responsabilité. La souffrance fournit une excuse. On ne peut pas s'attendre à ce que vous accomplissiez grand-chose en souffrant. Le bonheur supprime l'excuse, exigeant la performance. Sixièmement, contrôler l'illusion. La misère familière semble contrôlable grâce à l'expérience. Un bonheur inconnu semble incontrôlable, imprévisible et dangereux. Les symptômes du choix d'une misère prévisible se manifestent par des schémas de retour à la souffrance familière. Vous quittez une relation toxique pour entrer dans une relation identique, une personne différente, même dynamique, car la dynamique est familière. Vous quittez un emploi épouvantable pour en prendre un similaire, une entreprise différente, les mêmes problèmes, car les problèmes sont connus. Vous résolvez le problème, puis créez un problème similaire, des spécificités différentes, le même territoire émotionnel, car le territoire est le chez-soi. Vous approchez du bonheur, puis vous le sabotez lorsqu'il arrive. Vous ne pouvez pas tolérer des émotions positives inconnues. Vous avez besoin de restaurer des émotions négatives familières. Vous êtes plus à l'aise de vous plaindre que de célébrer. La souffrance est un terrain d'entente dans la conversation. Le bonheur s'isole par méconnaissance. Vous ressentez de la panique lorsque les choses vont bien. Vous attendez un désastre, parce que l'absence de problème vous semble inacceptable, menaçante et insoutenable. Vous créez des problèmes alors qu'il n'y en a pas.
Vous vous disputez, vous vous inquiétez excessivement, vous trouvez de quoi souffrir parce que la paix est intolérable. Vous vous sentez davantage lorsque vous souffrez. Le bonheur semble faux, temporaire. Pas vraiment moi, tandis que la misère semble authentique, solide, vraie. Vous êtes accro à la douleur familière, tout comme un toxicomane préférant l'effet familier des drogues à l'expérience inconnue de la sobriété. Vous préférez la souffrance familière à un épanouissement inconnu. Le protocole permettant de rompre le confort face à une misère prévisible nécessite de tolérer l'inconfort d'états positifs inconnus. Premièrement, reconnaissez le modèle. Remarquez lorsque vous sabotez à mesure que les choses s'améliorent, lorsque vous créez des problèmes, lorsque la paix arrive, lorsque vous retournez à la misère après avoir entrevu le bonheur. Ce timing révèle le mécanisme. Deuxièmement, identifiez ce que procure la misère. Sécurité, identité, compétence, connexion, excuse. Soyez honnête quant au réconfort que la souffrance vous apporte. Troisièmement, pratiquez la tolérance G de bonheur à petite dose. Comme pour la thérapie d'exposition, augmentez progressivement la tolérance aux états positifs. Lorsque le bonheur surgit, résistez à l'urgence de saboter. Restez assis avec l'inconfort de l'inconnu. Quatrièmement, développez la compétence dans le bonheur. Tout comme vous maîtrisez la gestion de la souffrance, vous devez développer des stratégies pour naviguer dans la joie. Cela demande de la pratique, car c'est un territoire inconnu. Cinquièmement, se demander si la prévisibilité vaut son prix. La misère est prévisible, mais misérable. La prévisibilité vaut-elle une souffrance perpétuelle? Pratique avancée. Lorsque vous remarquez une impulsion visant à saboter le bonheur, faites une pause. Demandez « Est-ce que je sabote parce que quelque chose ne va vraiment pas ou parce que le bonheur ne me semble pas familier et menace mon confort de misère ?» Vous découvrirez souvent que le sabotage est une question de méconnaissance et non de problème réel. Faites ensuite un choix conscient. Est-ce que je choisis la misère familière ou le bonheur inconnu? Cela transforme la contrainte inconsciente en décision consciente. Et voici la vérité qui expose le mécanisme. Votre misère est confortable, non pas parce que la douleur fait du bien, mais parce que la misère est un territoire connu où vous avez de la compétence, tandis que le bonheur est un territoire étranger où vous vous sentez perdu. Vous n'êtes pas brisé parce que vous préférez la souffrance familière, vous êtes humain, évitant l'incertitude en choisissant le connu plutôt que l'inconnu, même lorsque le connu est nocif et l'inconnu est bénéfique. Mais cette préférence, aussi compréhensible soit-elle, vous maintient emprisonné dans une souffrance que vous maîtrisez plutôt que de vous libérer dans un bonheur que vous n'avez pas encore appris. La question est de savoir si vous êtes prêt à devenir un débutant dans le bonheur, à tâtonner en territoire positif inconnu, à perdre votre expertise en matière de souffrance en échange d'une inexpérience en matière de joie. La plupart ne le veulent pas, ils restent experts dans la misère toute leur vie, mourant en maîtrisant la douleur sans jamais développer de compétences dans le plaisir. Rares sont ceux qui sont disposés à abandonner leur maîtrise, à devenir temporairement incompétents, à tolérer la désorientation d'un bonheur inconnu suffisamment longtemps pour y développer une compétence. Lequel choisirez-vous? Confort d'une misère prévisible ou inconfort d'une joie imprévisible? Votre sabotage révèle que vous avez choisi la misère, automatiquement, inconsciemment et à plusieurs reprises. Maintenant, choisissez consciemment. Acceptez que le bonheur vous semblera mal, inconfortable et menaçant. Acceptez le fait que vous serez incompétent au départ. Acceptez que la perte de familiarité vous donnera l'impression de perdre du terrain. Acceptez tout cela et choisissez quand même le bonheur. Non pas parce que ça s'améliore immédiatement, ça ne se sent pas, mais parce qu'avec le temps, la compétence dans le bonheur l'emporte sur la maîtrise de la misère. Apprenez à être heureux, de la même manière que vous avez appris à souffrir, grâce à une exposition répétée, en développant des stratégies, en développant une familiarité. Finalement, le bonheur deviendra également confortable. Pas immédiatement, pas facilement, mais finalement. Et ce réconfort éventuel dans le bonheur vaut l'inconfort temporaire de la transition. Choisissez-le. Libérez la misère confortable, embrassez la joie inconfortable. C'est le chemin. Et cela commence par reconnaître, vous n'êtes pas coincé dans la misère parce que les circonstances vous piègent, vous êtes coincé parce que la misère est confortable, et vous avez peur de quitter le confort même lorsque le confort est une torture. Part quand même, l'inconfort est temporaire. La misère est permanente. Choisissez judicieusement. Nous exposons désormais les chaînes invisibles qui vous lient à l'auto-sabotage, les contrats inconscients avec le passé, les accords que vous avez conclus dans l'enfance, ou les traumatismes que vous continuez à honorer à l'âge adulte malgré leur obsolescence, les vœux implicites qui vous protégeaient autrefois, mais qui vous emprisonnent désormais. Votre ancienne âme sait que ces contrats existent chez tous ceux qui sabotent,
des engagements tacites pris lorsque vous étiez jeune, vulnérable, essayant de donner un sens à des circonstances chaotiques. Je ne serai pas heureux si ma mère n'est pas heureuse. Je ne réussirai pas au-delà du niveau de mon père. Je ne ferai confiance à personne après cette trahison. Je ne serai plus visible après cette humiliation. Je ne laisserai personne fermer après cet abandon. Ce n'étaient peut-être pas des décisions conscientes, mais des adaptations de survie, des stratégies de protection, des expressions de loyauté formées dans la logique de l'enfant et jamais mises à jour pour la réalité adulte. Pourtant, vous continuez à les honorer des décennies plus tard, sabotant le bonheur parce qu'un contrat inconscient dit que vous n'êtes pas autorisé, limitant le succès parce que le contrat limite votre réussite, vous isolant parce que le contrat interdit la confiance. Vous ne choisissez pas librement votre vie, vous remplissez des contrats écrits par un enfant traumatisé, signés dans un moment de douleur, imposés par une loyauté inconsciente envers un passé qui n'existe plus. Jusqu'à ce que ces contrats soient rendus conscients, examinés et consciemment libérés, vous continuerez à saboter au service d'accords que vous ne vous souvenez pas avoir conclus, de loyauté qui ne vous servent pas, de protection qui sont devenues des prisons. La recherche psychologique sur l'apprentissage implicite et les règles inconscientes révèle comment les expériences de l'enfance créent des contrats comportementaux durables. Des études sur la théorie de l'attachement montrent que les premières expériences de création de liens créent des modèles de travail interne qui régissent les relations. Tout au long de la vie, les modèles formés dans l'enfance continuent de fonctionner à l'âge adulte. Les recherches sur les règles familiales montrent comment les directives familiales explicites et implicites, ne parlez pas de sentiments, paraissez toujours parfait, ne jamais éclipser le père, deviennent des ordres intériorisés, suivis automatiquement. Les études sur les stratégies de survie montrent que les enfants développent des comportements adaptatifs dans des familles dysfonctionnelles. Ces stratégies fonctionnent dans le contexte de l'enfance, mais sabotent la vie adulte. Les recherches sur les liens de loyauté révèlent que les enfants se sentent obligés de répéter les schémas familiaux, de ne pas surpasser les réalisations de leurs parents, de souffrir si la famille souffre. La loyauté envers l'histoire familiale crée une autolimitation. Des études sur les traumatismes montrent que les expériences traumatisantes créent des règles de protection. Ne jamais être vulnérable, ne faire confiance à personne, être toujours prêt à fuir, qui persiste longtemps après que le danger soit passé. La recherche sur le cerveau montre que l'apprentissage chez l'enfant crée de solides voies neuronales qui fonctionnent automatiquement sans conscience. Vous suivez une programmation installée il y a des décennies. La recherche sur les modèles intergénérationnels documente comment les modèles de traumatisme, de dépendance et de dysfonctionnement se répètent d'une génération à l'autre par la transmission inconsciente de contrats et de règles. Plus important encore, les études thérapeutiques montrent que rendre conscients les contrats inconscients permet de les mettre à jour ou de les libérer. Les contrats ne restent contraignants que lorsqu'ils sont inconscients. Chaque tradition de sagesse reconnaît l'asservissement à des accords inconscients et à des vœux formulés dans l'ignorance. Dans le bouddhisme, le karma inclut non seulement les actions, mais aussi les intentions et les vœux. Les vœux « je ne ferai jamais » créent un karma contraignant nécessitant une libération consciente. Dans le christianisme, la confession et l'absolution vous libèrent des engagements contraignants pris par erreur ou par ignorance. Dans la Kabbale, Tikkun inclut la rupture de contrats dysfonctionnels et de modèles hérités des ancêtres. Dans les traditions chamaniques, la récupération de l'âme implique la récupération de parties de soi laissées derrière lors de moments traumatisants. Souvent certaines parties sont liées par des vœux prononcés lors d'un traumatisme. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire, liant le présent au traumatisme passé. En psychanalyse, le transfert consiste à vivre le présent comme s'il s'agissait d'un passé, à interagir avec des personnes actuelles comme s'il s'agissait de personnages du passé. Un contrat implicite dit que le présent est égal au passé. Dans la thérapie des constellations familiales, les loyautés familiales vous obligent à répéter des schémas familiaux même lorsque la conscience dit d'arrêter. Le contrat inconscient exige la loyauté plutôt que la libération. Dans la psychologie jungienne, le complexe est un nœud d'émotions, de mémoire et de comportements organisés autour d'une blessure. Le complexe fonctionne de manière autonome, suivant ses propres règles indépendamment de la volonté consciente. Chaque tradition enseigne. Les accords inconscients vous lient, et la liberté nécessite de les rendre conscients et de choisir de les libérer. Les mécanismes par lesquels les contrats inconscients créent le sabotage fonctionnent par l'application automatique de règles dépassées. Premièrement, la préservation de la stratégie de survie. Contrat formé dans l'enfance. Si je suis parfait, je serai en sécurité. Aujourd'hui, le perfectionnisme sabote en rendant l'achèvement impossible.
Le contrat créait alors une protection, mais crée maintenant la paralysie. Deuxièmement, le respect de la loyauté. Contrat, je ne serai pas heureux pendant que ma famille souffre. Désormais, votre bonheur déclenche la culpabilité, le sabotage rétablit l'alignement sur la souffrance familiale. La loyauté envers le passé empêche la joie présente. Troisièmement, l'interdiction protectrice. Contrat, je ne ferai plus confiance après avoir été trahi. Désormais, l'intimité déclenche le sabotage en maintenant une distance de protection. Le contrat évite d'autres blessures à l'époque, mais empêche la connexion maintenant. Quatrièmement, limitation comparative. Contrat, je ne surpasserai pas mes parents. Maintenant, à mesure que vous approchez du niveau de réussite de vos parents, le sabotage limite votre réussite. Le contrat honorait alors vos parents, mais vous limite maintenant. Cinquièmement, le maintien de l'identité. Contrat, je suis un blessé. Aujourd'hui, la guérison menace l'identité basée sur le contrat. Le sabotage maintient le soi blessé familier. Le contrat vous donnait alors un rôle, mais vous emprisonne maintenant. Sixièmement, l'application des sanctions. Contrat, je mérite de souffrir pour ce qui s'est passé. Désormais, le succès déclenche l'autopunition sabotage. Le contrat donnait alors un sens à un traumatisme, mais crée aujourd'hui une souffrance permanente. Les symptômes, selon lesquels les contrats inconscients conduisent au sabotage, se manifestent par des limitations spécifiques et structurées. Vous pouvez réussir jusqu'à un certain niveau, puis toujours saboter. Le contrat limite la réussite à un niveau lié à l'histoire familiale. Vous ne pouvez pas entretenir des relations au-delà d'une certaine intimité. Le contrat protège de la vulnérabilité qui conduisait autrefois à des blessures. Vous vous sentez coupable lorsque vous êtes heureux. Le contrat interdit le bonheur que d'autres personnes dans votre vie n'ont pas eu. Vous vivez le succès comme une trahison. Le contrat exige une loyauté envers la lutte de la famille. Votre succès donne l'impression de l'abandonner. Vous répétez des schémas malgré votre conscience. Le contrat est inconscient, la conscience seule ne le libère pas. Vous suivez des règles que vous ne pouvez pas articuler. Je ne peux tout simplement pas. Ce n'est pas autorisé. Quelque chose m'arrête. Ce sont des contrats qui parlent. Vous faites l'expérience d'une interdiction interne sans source externe. Personne ne vous dit de ne pas réussir, mais la voix interne impose des limitations. Vous pouvez identifier le moment spécifique où le schéma a commencé, généralement événement traumatisant ou dynamique familiale. Le contrat s'est formé à ce moment-là et continue de fonctionner depuis ce moment passé jusqu'au présent. Le protocole d'identification et de libération des contrats inconscients nécessite de les rendre conscients, puis de choisir de les mettre à jour. Premièrement, identifier le modèle. Que sabotez-vous spécifiquement? Des relations à une certaine intimité, un succès à un certain niveau, le bonheur dans certains contextes, le motif révèle un contrat. Deuxièmement, tracer jusqu'à l'origine. Quand le modèle a-t-il commencé? Généralement dans l'enfance ou après un traumatisme. C'est à ce moment-là que le contrat a été conclu. Troisièmement, articuler le contrat. J'étais d'accord sur le fait que je le ferais, ne le ferais pas. Dites-le explicitement. Contrat courant. Je ne serai heureux que si tout le monde est heureux. Je ne réussirai pas au-delà de mes parents. Je ne ferai totalement confiance à personne. Je ne serai pas visible. Je ne demanderai pas ce dont j'ai besoin. Je mérite de souffrir. Je dois toujours garder le contrôle. Je suis responsable des sentiments des autres. Quatrièmement, reconnaître l'objectif initial du contrat. Pourquoi, mon enfant, as-tu conclu cet accord? Habituellement, cela avait du sens à ce moment-là. Vous protéger, expliquer la situation, donner le contrôle. Cinquièmement, examiner la validité actuelle. Le contrat vous sert-il toujours? Habituellement non, la protection devenait une prison. Pratique avancée, une fois le contrat conscient, libérez-le formellement. Écrivez-le, puis écrivez la libération. Je, non, libère consciemment le contrat selon lequel je contracterai ne voudrais pas. Ce contrat m'a servi à l'époque, mais ne me sert pas maintenant. Je ne suis plus lié par cet accord conclu dans circonstances. J'ai choisi de créer un nouvel accord aligné sur qui je suis maintenant. Cette libération formelle rend l'inconscient conscient et explicite le choix. Et voici la vérité qui libère des chaînes invisibles. Vous êtes lié par des contrats que vous ne vous souvenez pas avoir conclus, suivant des règles écrites par un enfant qui n'existe plus, honorant des accords qui autrefois protégeaient, mais qui maintenant emprisonnent. Ces contrats ne sont pas des impositions externes, mais des engagements internes que vous pouvez libérer une fois que vous les avez reconnus. Le sabotage n'est pas le fruit du hasard, il s'agit de l'exécution de ces contrats. Chaque schéma autodestructeur sert de contrat. Limiter le succès aux honneurs, je ne surpasserai pas mes parents. Éviter les honneurs de l'intimité, je ne serai plus vulnérable.
Le bonheur refuser les honneurs, je ne serai pas heureux pendant que la famille souffre. Les contrats sont invisibles mais puissants, inconscients mais contraignants. Jusqu'à ce que vous les rendiez conscients, examinez leurs origines, reconnaissez leur obsolescence et libérez-les formellement. C'est seulement alors que vous pourrez cesser de saboter, cesser de suivre des règles qui ne vous servent pas, cesser d'honorer des accords qui vous emprisonnent. Vous avez conclu ces contrats. Vous pouvez les défaire. L'enfant qui les a formés a fait de son mieux avec ce qu'il savait alors. L'adulte que vous êtes maintenant sait mieux, a plus d'options et mérite mieux. Libérez les contrats de l'enfant. Concluez des accords adultes alignés sur qui vous voulez être, et non sur ce que vous deviez être. C'est la liberté, et cela commence par reconnaître, vous n'êtes pas faible ou brisé à cause du sabotage. Vous êtes loyal et honorez les contrats que vous avez conclus il y a longtemps. Maintenant, soyez fidèle à votre moi présent, et non à votre moi passé. Libérez les contrats du passé, écrivez-en de nouveaux, vivez selon cela. C'est la seule façon d'avancer. Et aller de l'avant nécessite de laisser les accords passer dans le passé, là où ils appartiennent. Maintenant, nous exposons peut-être le mécanisme le plus sombre de l'autosabotage, l'autopunition comme expiation inconsciente, la façon dont vous sabotez pour payer des péchés perçus que vous ne reconnaissez pas consciemment, pour expier une culpabilité que vous ne pouvez pas exprimer, pour équilibrer des livres cosmiques que vous croyez déséquilibrés. Votre ancienne âme sait que cela fonctionne par millions. La croyance inconsciente que vous avez fait quelque chose de mal, êtes né, avez survécu alors que d'autres ne l'ont pas fait, avez reçu l'amour que d'autres méritaient, avez éprouvé du plaisir malgré la douleur des autres, avez simplement existé comme un fardeau, et devez donc souffrir pour réparer les choses. Cette culpabilité peut être totalement injustifiée, basée sur une logique enfantine ou une mauvaise interprétation traumatisante, mais elle opère avec autant de puissance que si elle était réelle. Vous sabotez le succès parce que vous pensez que vous ne méritez pas le succès. Vous détruisez le bonheur parce que le bonheur ressemble à un vol à ceux qui souffrent. Vous vous punissez en vous auto-sabotant parce qu'une partie inconsciente de vous croit que la punition est due, que la souffrance est votre état approprié, que vous êtes coupable et que vous devez payer. Il ne s'agit pas d'une pensée consciente, mais d'une croyance inconsciente. Vous êtes mauvais, vous êtes coupable, vous devez souffrir. Et cette croyance, enfouie profondément sous la conscience, crée un sabotage implacable, alors que vous vous assurez inconsciemment de recevoir la punition que vous croyez inconsciemment mériter. Jusqu'à ce que cette culpabilité inconsciente soit rendue consciente, examinée et libérée, vous continuerez à saboter en guise d'expiation inconsciente pour des péchés que vous n'avez pas commis, une culpabilité que vous ne devriez pas porter, des dettes que vous ne devez pas réellement. La recherche psychologique sur la culpabilité, la honte et l'autopunition révèle comment l'expiation inconsciente conduit à l'autosabotage. Les études sur la culpabilité du survivant montrent que ceux qui survivent, tandis que les autres, ne développent pas une culpabilité écrasante exigeant une punition, le succès ressemble à une trahison envers ceux qui sont morts ou ont échoué. Déclenchez l'autosabotage pour égaliser les résultats. Les recherches sur la déception parentale documentent la manière dont les enfants intériorisent le sentiment de déception et se sentent coupables de ne pas répondre aux attentes parentales. Cette culpabilité crée une autopunition à vie. Des études sur la dynamique du bouc émissaire révèlent que les enfants assignés au rôle de bouc émissaire familial internalisent le mal et continuent de se punir longtemps après avoir quitté leur famille. Les recherches sur les survivants d'abus sexuels montrent que beaucoup d'entre eux ressentent une culpabilité inappropriée pour les abus. La logique de l'enfant dit « je dois l'avoir causé », créant une culpabilité nécessitant une expiation par l'autopunition. Des études sur les blessures morales montrent comment le fait d'être témoin ou de participer à des événements violant le code moral crée une culpabilité écrasante, même lorsque la personne n'en est pas responsable. La culpabilité exige l'autopunition en guise d'expiation. Les recherches en imagerie cérébrale montrent que la culpabilité active les circuits de la douleur. La culpabilité fait littéralement mal et l'autopunition procure un soulagement masochiste. Les recherches sur la dépression la relient à l'autopunition inconsciente. La dépression est une attaque contre soi de l'intérieur. Les études sur la dépendance révèlent que les comportements autodestructeurs remplissent souvent une fonction punitive. « Je me punis moi-même » est une idée courante chez les toxicomanes. Plus important encore, la recherche thérapeutique montre que rendre consciente la culpabilité inconsciente et examiner sa validité permet de se libérer. La culpabilité ne maintient le pouvoir que lorsqu'elle est inconsciente et non examinée. Chaque tradition spirituelle aborde la culpabilité inappropriée et le besoin d'une expiation consciente plutôt que d'une autopunition inconsciente.
Dans le christianisme, la doctrine du péché originel suggère que les humains naissent coupables et nécessitant l'expiation par l'intermédiaire du Christ, mais cela peut être interprété à tort comme une autorisation de s'auto-punir plutôt que d'accepter la grâce. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas un système punitif, mais une relation de cause à effet. Pourtant, les gens interprètent à tort le karma comme une dette cosmique nécessitant un paiement de souffrance. Dans le judaïsme, Yom Kippour, jour des expiations, prévoit un rituel d'expiation consciente, libérant la culpabilité par la reconnaissance et le repentir plutôt que par l'autopunition inconsciente. En psychanalyse, Freud a identifié le surmoi comme une voix parentale intériorisée créant de la culpabilité et exigeant une punition. Le surmoi est souvent plus punitif que ne l'ont jamais été les parents externes. Dans le travail de l'ombre, Jung a enseigné que l'ombre contient non seulement des qualités positives niées, mais aussi une culpabilité inappropriée. La culpabilité d'être simplement, de prendre de la place, d'exister. Dans la thérapie systémique familiale, le patient identifié porte le dysfonctionnement de la famille, internalisant la culpabilité pour des problèmes familiaux qu'ils n'ont pas causés. Cette culpabilité conduit à l'autosabotage en guise d'expiation. Chaque tradition le reconnaît. La culpabilité peut être appropriée. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous assumez vos responsabilités, vous apportez des modifications, ou inappropriée. Vous pensez que vous êtes mauvais alors que vous n'avez rien fait de mal, et une culpabilité inappropriée crée une autopunition sans fin en quête d'une expiation impossible. Les mécanismes par lesquels la culpabilité inconsciente conduit à l'autosabotage fonctionnent grâce à la croyance que la souffrance équilibre les comptes cosmiques. Premièrement, l'application de la culpabilité du survivant. Si vous avez survécu, réussi ou prospéré, alors que d'autres n'ont pas réussi, la culpabilité inconsciente exige que vous souffriez pour égaliser. Le sabotage est un mécanisme d'égalisation. Deuxièmement, original, sans internalisation. Si vous avez absorbé le message selon lequel vous êtes intrinsèquement mauvais, coupable d'exister, alors le succès ressemble à une grâce imméritée nécessitant une punition pour équilibrer. Troisièmement, le maintien de l'identité du bouc émissaire. Si vous étiez le bouc émissaire de la famille, vous intériorisez la méchanceté. Désormais, le succès contredit la mauvaise identité, déclenchant le sabotage pour restaurer l'alignement. Quatrièmement, l'expiation de la culpabilité et des abus. Si le traumatisme de l'enfance a créé une fausse culpabilité, j'ai causé des abus, je l'ai mérité, le succès donne l'impression d'échapper à une punition méritée, déclenchant un sabotage d'autopunition. Cinquièmement, l'équation plaisir-culpabilité. Si vous avez appris que le plaisir est un péché ou un égoïsme, le bonheur déclenche une culpabilité nécessitant la souffrance comme expiation. Sixièmement, l'intériorisation de la déception parentale. Si vous avez déçu vos parents, vous portez une culpabilité qui nécessite une preuve perpétuelle que vous méritez leur rejet par un échec continu. Les symptômes que l'autopunition conduit au sabotage se manifestent par des schémas de souffrance consécutifs, au plaisir ou au succès. Vous réalisez quelque chose, puis immédiatement quelque chose de mauvais se produit. Pas un malheur aléatoire, mais une crise autocréée. Vous vous punissez inconsciemment pour avoir réussi. Vous ressentez un soulagement lorsque vous échouez. L'échec semble mérité, juste, approprié, tandis que le succès semble faux, volé, non mérité. Vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses. Quand quelque chose de bien arrive, vous attendez la punition. Vous vous sentez coupable d'avoir ce qui manque aux autres. Vous sabotez pour restaurer le niveau de souffrance. Vous répétez des comportements autodestructeurs malgré les conséquences, dépendance, relations toxiques, irresponsabilité financière, parce que ces comportements remplissent une fonction punitive dont vous n'êtes pas conscient. Vous rejetez l'aide, le soutien ou les ressources, les acceptez, c'est comme s'en tirer avec quelque chose pour lequel vous devriez être puni. Vous vous excusez excessivement, d'exister, de prendre de la place, d'avoir des besoins. La culpabilité inconsciente donne l'impression que votre présence est une offense. Vous êtes attiré par les gens. Je vous punis, vos partenaires, amis, employeurs qui vous maltraitent, parce que les mauvais traitements semblent mérités, confirmant ainsi la croyance inconsciente en votre méchanceté. Vous vivez le succès comme un vol. Lorsque vous réussissez, vous avez l'impression d'avoir volé d'autres qui le méritèrent davantage, déclenchant une culpabilité, nécessitant une punition sabotage. Le protocole pour libérer la culpabilité inconsciente nécessite de la rendre consciente et d'examiner sa validité. Premièrement, identifier la culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable, même si, rationnellement, vous savez que vous ne devriez pas le faire? Existant? Survivant? Réussir? Être heureux? Vous avez des besoins? Nommez-le spécifiquement. Deuxièmement, tracez jusqu'à l'origine. D'où vient la culpabilité?
généralement un message d'enfance ou une mauvaise interprétation d'un traumatisme. Comprendre l'origine révèle l'irrationalité de la culpabilité. Troisièmement, examiner la validité. Êtes-vous réellement coupable? Avez-vous réellement fait quelque chose de mal? Généralement non. La culpabilité est inappropriée, basée sur une logique enfantine ou une fausse responsabilité. Quatrièmement, distinguer la culpabilité de la responsabilité. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, assumez vos responsabilités et faites amende honorable. Cela résout la culpabilité appropriée. Si vous n'avez fait de mal à personne, reconnaître votre culpabilité est inapproprié et ne nécessite pas d'expiation. Cinquièmement, pratiquez le pardon de soi. Même si vous avez fait quelque chose de mal, l'autopunition sans fin n'aide personne. Pardonnez-vous, adoptez un comportement différent, abandonnez la punition. Pratique avancée. Lorsque vous remarquez une impulsion de sabotage après le succès ou le bonheur, faites une pause. Demandez « Est-ce que je me punis? De quoi est-ce que je crois inconsciemment que je suis coupable ?» Souvent, vous découvrirez la culpabilité. « Je ne mérite pas ça. Les autres souffrent pendant que je réussis. Je suis mauvais d'être heureux. » Puis relâchez explicitement « Je ne suis pas coupable. Je mérite de bonnes choses. Mon bonheur ne fait de mal à personne. Je libère le besoin de me punir. » Cela interrompt le schéma de punition inconscient. Et voici la vérité qui libère de la condamnation que vous vous êtes imposée. Vous n'êtes pas coupable des crimes dont votre inconscient vous accuse. Naître, survivre, exister, avoir besoin, vouloir, réussir, être heureux, aucun de ces péchés ne nécessite une expiation. Aucun ne justifie l'autopunition. La culpabilité que vous portez est une fausse culpabilité, intériorisée à partir des messages que vous avez reçus, des mauvaises interprétations que vous avez faites, qui vous échappent et vous absorbent. Tu n'es pas mauvais, vous n'êtes pas coupable, vous ne méritez pas de punition. Et votre souffrance n'aide personne, ni ceux qui ont souffert avant vous, ni ceux qui souffrent maintenant, ni vous-même. L'autopunition ne sert à rien si ce n'est à perpétuer des souffrances qui ne servent à rien. Arrêtez de vous punir, non pas parce que vous avez suffisamment expié, vous n'aviez rien à expier, mais parce que la punition n'a jamais été nécessaire, jamais justifiée, jamais appropriée. Vous êtes autorisé à réussir. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de bien vivre. Votre bien-être ne diminue en rien celui des autres. Votre bonheur ne cause la souffrance des autres. Prendre de l'espace ne prive personne d'autre. Ce sont des mensonges que la culpabilité inconsciente vous dit pour justifier la poursuite de votre auto-punition. Rejetez les mensonges. Libérez la culpabilité. Arrêtez la punition. Vous avez suffisamment souffert pour des péchés que vous n'avez pas commis, payé suffisamment pour des dettes que vous n'avez pas. Vous êtes suffisamment puni pour être humain. Arrêt. Choisissez l'autocompassion plutôt que l'autopunition. Choisissez le succès plutôt que le sabotage. Choisissez le bonheur plutôt que la souffrance. Non pas parce que vous l'avez gagné en souffrant, vous n'avez jamais eu besoin de le gagner, mais parce que vous êtes humain et que les humains méritent ces choses, simplement parce qu'ils existent. Vous les méritez, vous l'avez toujours fait, arrêtez de vous punir pour une culpabilité que vous ne devriez pas porter. C'est la libération. Choisissez-le, maintenant.